sa grand-mère qui est décédée. Puis un mois plus tard, c'est sa mère qui est décédée. 2 jours plus tard, c'est son frère qui est décédé. Et un mois plus tard, son père, il est lui aussi décédé dans un accident de voiture. Mais ce qui me mettait quand même la puce à l'oreille, c'est qu'il n'allait à aucun enterrement. J'ai rencontré mon ex sur Instagram. Au début, tout se passait très très bien. Il était assez impliqué. Il s'est présenté en me disant qu'il avait arrêté l'armée et que maintenant il était chef d'entreprise à Londres. Il me disait qu'il vivait dans un loft, qu'il avait plusieurs voitures, qu'il avait un certain train de vie. Je me suis dit, il a une bonne situation. Ça me change d'habitude. On est allé boire un verre. Dès que je l'ai vu, en fait, j'ai ressenti quelque chose d'assez sombre et je savais pas pourquoi. Mais je suis passée un petit peu outre et en soi, le date, il s'est plutôt bien passé. Il était un petit peu stressé, un petit peu timide. Il me regardait pas trop dans les yeux. Mais je me suis dit, comme c'était le premier date, ça m'a pas trop inquiétée. Il commençait déjà à me dire que je l'intéressais beaucoup, que je l'apaisais, qu'il avait envie d'être avec moi. Et ensuite, on était ensemble officiellement. Donc lui, il était censé être à Londres toute la semaine et il rentrait sur Paris le week-end pour me voir. Du coup, c'était l'excuse qu'il me donnait. Et il me racontait des choses. Il me dit, là, je suis en train d'aller au travail en vélo ou alors en voiture. Là, j'ai telle réunion. Là, j'ai un call. Là, je vais faire ça. J'ai vendu telle chose. Franchement, dès le début, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui n'allait pas du tout. Mais je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est les débuts. T'as vécu certaines choses par le passé. T'es un petit peu parano. T'es un petit peu vulnérable. Donc, essaye de prendre sur toi, de voir comment ça va se développer. On verra par la suite. Après notre officialisation, il y a une fille qui m'a écrit un commentaire sous une de mes vidéos TikTok pour me dire « Fais attention, ton mec parle à d'autres femmes ». Donc forcément, je lui ai envoyé un message directement sur Instagram. En gros, elle m'a raconté qu'il parlait avec une autre fille et qu'il l'avait vue également et donc qu'il n'était pas du tout sérieux avec moi. Pour moi, je me suis dit c'est totalement mort. Je lui ai dit je veux plus jamais te voir. Et c'est à ce moment-là où lui, il a commencé à vraiment me harceler, à insister, il faut que je te parle, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Et il m'a avoué qu'il avait un problème de santé, donc une tache au poumon due à son passé dans l'armée. Je me suis dit bon, je peux quand même pas quitter quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est un peu dur. En soi, il a vu cette fille, mais on n'était pas vraiment... Enfin, c'était le début, quoi, donc... C'était la première erreur. Je devais dormir chez moi un week-end et j'ai vu qu'il avait ramené un gros sac. Je me suis dit, c'est quand même un sac assez imposant pour passer juste un week-end. Et à partir de ce moment-là, il est vraiment resté tout le temps chez moi. D'une tache au poumon, on est passé à un cancer des poumons, donc en phase terminale, où il est resté 6 mois à vivre. J'étais bouleversée, je me suis dit, je comprenais rien à ce qui se passait. Et ensuite, c'est sa grand-mère qui est décédée. Puis un mois plus tard, c'est sa mère qui est décédée. 2 jours plus tard, c'est son frère qui est décédé et un mois plus tard, son père qui a réapparu dans sa vie du jour au lendemain. Et ce fameux père, il n'a pas survécu non plus puisque 2 semaines plus tard, il est lui aussi décédé dans un accident de voiture. Mais ce qui me mettait quand même la puce à l'oreille, c'est qu'il n'allait à aucun enterrement. En fait, il me submergeait d'informations tous les jours. Et moi, j'arrivais plus du tout à faire le tri parce qu'évidemment, je lui posais des questions, je lui demandais des preuves, même si c'est quand même toujours délicat de demander à quelqu'un qui annonce autant de mauvaises nouvelles des preuves, des certificats de décès ou des radios ou quoi. Donc j'essayais quand même d'être assez subtile dans mes questions. Je sais à peu près le parcours de soins pour quelqu'un qui atteint un cancer. Et il y avait des choses qui ne collaient pas du tout. Et quand je lui demandais des preuves, des choses, des radios, je lui disais mais je peux t'aider, je peux t'obtenir des rendez-vous. Il voulait jamais. Donc je me dis c'est quand même très bizarre. Et autant quand il me racontait certaines choses, d'autres choses, je savais que c'était vrai. J'arrivais à le savoir dans son langage corporel parce qu'il était beaucoup plus calme, il n'était pas fermé, il croisait pas les bras, il me regardait plus dans les yeux, il n'était pas excité quand il me parlait, il criait pas, il était beaucoup plus posé. Il me faisait souvent culpabiliser quand je lui posais des questions. Du coup, il s'énervait, il me disait mais tu me crois pas, tu doutes de moi, j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Ça marchait au début. Je le culpabilisais vachement de remettre sa parole en question parce que c'est quand même hyper délicat, mais en même temps je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'arrivais pas à avoir mes réponses. Je lui donnais de l'argent de poche des fois parce qu'il me disait que sa carte ne passait plus et qu'il avait besoin de 200-300 € pour aller à Londres.
parce qu'il avait plus du tout pas de moyens de paiement en fait. Il me disait pas qu'il avait pas de sous, mais qu'il avait pas que sa carte était bloquée ou qu'il avait pas reçu sa nouvelle carte. Et pour les autres sommes, donc c'était vraiment des plus grosses sommes, c'était des 1500, 2000 euros. Là en fait c'était parce qu'il avait besoin d'argent pour les chimios. Je lui disais mais c'est très bizarre, t'as la sécurité sociale, t'as une mutuelle. Il me disait non, j'ai pas de mutuelle. Je dis mais t'as quand même la sécurité sociale, ils prennent en charge, surtout un cancer. Enfin, c'est quand même particulier. Et il me trouvait toujours des excuses. Non, avec l'armée, je suis toujours affiliée à leur système de sécurité sociale. Ils veulent pas me faire passer dans le système général. Ça bloque. Donc du coup, c'est pour ça que je ne peux pas être remboursée. Je voulais pas m'admettre que je m'étais encore trompée, que j'étais encore tombée dans le panneau, parce que pour moi, c'était encore un échec. Je préférais garder l'image que j'avais de lui au tout début, de quelqu'un de respectueux, gentil, attentionné, etc. C'était un jour, il me reste 6 mois à vivre. Le jour d'après, c'est j'ai eu 15 médecins au téléphone. Il y en a un qui me dit que j'ai 1 semaine à vivre, un autre qui me dit que je peux avoir 1 an à vivre, un autre qui me dit que je peux avoir 3 ans. Ensuite, la semaine d'après, c'était non, il me reste plus que 2 semaines, plus que 4 mois, je vais mourir là. Donc c'était vraiment tout le temps, ça changeait, ça changeait, ça changeait. Quand il me disait qu'il allait mourir, j'étais forcément bouleversée. Je savais pas du tout comment appréhender et gérer la nouvelle. Je me dis bah écoute, on va gérer au jour le jour comme j'essayais de faire, comme il y avait trop de mauvaises nouvelles à chaque fois. Je me dis écoute, on va voir, en tout cas je serai là pour toi jusqu'à la fin s'il le faut. Une fois j'étais au mariage de mon frère et là il m'a dit bah, j'ai fait une chimio. Donc forcément quand j'ai appris ça et que toute sa famille était décimée et qu'il était seul, je me suis dit bah, je vais quitter le mariage de mon frère pour être là pour toi, pour m'occuper de toi. Parce que je me suis dit mais tu dois être complètement épuisée après une chimio. Donc je suis rentrée un peu en catastrophe et je l'ai vu en pleine forme. Donc il m'a dit bah, on va faire du shopping si tu veux. Mais je dis mais attends, mais comment ça du shopping? Enfin, t'as fait une chimio, on va pas aller marcher toute la journée à Châtelet alors que tu viens de faire une chimio, ça n'existe pas. Et il me dit mais si ça va, j'ai dormi, j'ai fait une petite sieste, je me sens mieux. Donc là c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas et j'ai commencé un petit peu à pousser un peu plus mon enquête. Et il l'a vu parce qu'il me dit t'es super froide, t'es horrible, t'es méchante, tu me repousses. Et moi je culpabilisais encore plus du coup. À cette époque-là, je voyais une psy pour d'autres choses et j'en suis venue un petit peu à lui parler de la relation actuelle. Et je la voyais un petit peu méfiante, elle me posait beaucoup de questions. Et en fait, à la dernière séance avec ma psychologue, elle m'a dit « Écoutez, il faut que je vous avoue, là, votre copain, je le sens pas du tout. Il y a beaucoup de choses que vous m'avez racontées, ça tient pas du tout la route. Renseignez-vous sur ce syndrome et vous m'appelez quand vous voulez, je suis très inquiète pour vous. » Syndrome de Munchausen, c'est un syndrome qui fait que des personnes mentent de manière maladive, mais que sur l'aspect médical. Donc ils s'inventent des maladies, il simule des malaises, etc. Donc ça collait à peu près à son profil, mais il mentait sur tout. Donc sur des décès, sur mon ex, sur moi, des choses qui me sont arrivées dans ma vie, et plein de choses. Donc c'était pas que sur les maladies. Ça m'a un petit peu rassurée, confortée, et je me suis dit ok, maintenant il y a quelqu'un d'externe qui m'a enfin dit que ça ne tenait pas du tout la route. Maintenant il faut que je prenne les choses en main. En général, il venait me chercher après ses rendez-vous, et en fait j'ai vu sur son visage comme s'il avait compris, comme s'il avait entendu et écouté tout ce qui s'était dit pendant ma séance avec ma psy. Et c'est à ce moment-là où je lui posais vraiment des questions, où j'ai vraiment dans mon comportement et dans mon langage corporel que je lui ai montré que je doutais vraiment de lui et que je le croyais pas du tout. Je lui ai demandé des preuves, clairement de tout. Je lui ai dit tu me sors maintenant toutes tes radios, des certificats de décès, je lui ai tout demandé et il a pas su me répondre et il a complètement paniqué. Et au bout de plusieurs heures, parce que je voulais vraiment pas lâcher le morceau, il a avoué quelques petits trucs. Pour Londres, il me racontait qu'en fait c'était les PTSD de l'armée, qu'il avait beaucoup de traumatismes mais qu'en fait c'était la vie dont il rêvait et que du coup il était vraiment, il s'était empêtré dans ses mensonges et qu'il n'arrivait plus à en sortir. La raison pour laquelle il a menti, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a le fait qu'il n'avait pas d'argent, qu'il avait besoin d'un toit parce qu'il m'a clairement dit sans toi j'aurais été à la rue. Je payais tout. Il y a aussi le fait que je pense sincèrement qu'il a des troubles,
Et j'ai essayé de l'aider pendant longtemps après notre séparation, mais il a toujours refusé de se faire aider. Il m'a menti aussi en disant qu'il voyait des psys. On a encore continué à se voir pendant 6 ou 8 mois, mais c'était totalement platonique, hein. C'était vraiment, j'étais là vraiment pour l'aider. C'était d'ailleurs ce que je lui avais dit, c'était un petit peu le deal. Si tu veux qu'on continue à se voir en tant qu'amis, tu vas chez ton psy, tu te fais suivre parce que c'est hors de question que tu continues à faire ça à d'autres filles. Je me le pardonnerai jamais. Et du coup, il a quand même continué. Aujourd'hui, j'aurais pas de mal à refaire confiance à quelqu'un parce que je me fais plus confiance. Donc, je sais que maintenant, s'il y a quelque chose qui va pas, j'accepterai plus et je partirai. Ou alors j'essaierai de communiquer avant, de dire ce qui va pas. Mais en tout cas, je m'aime beaucoup plus pour savoir partir quand il faut partir.